Dordogne, France, 1899. Une région où les châteaux se dressent comme des sentinelles silencieuses sur les collines verdoyantes. Mais parmi tous ces monuments à l'aristocratie française, il y en avait un qui cachait un secret si terrible que même aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, les habitants de la région refusent d'en parler. Avant de continuer cette histoire, nous vous demandons de nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez et l'heure exacte à laquelle vous entendez cette narration. Cela nous aide à comprendre jusqu'où et quand ces récits documentés arrivent. Dans les archives poussiéreuses de 1899, la propriété n'apparaît que comme Château de la Croix, une imposante construction du XVIIIe siècle avec 2 étages, des balcons ornés de colonnes de pierre de Périgord et un vignoble qui s'étendait sur 15 hectares de terre vallonnée. Située à exactement 5,5 km du centre de Sarlat, la propriété était suffisamment isolée pour que les cris les plus perçants ne puissent jamais atteindre les oreilles des voisins les plus proches. La famille était composée d'Henri Delacroix, 45 ans, négociant prospère en vins fins et truffes du Périgord, réputé pour ses affaires avec les restaurants parisiens les plus prestigieux. Sa femme, Mathilde Rousseau Delacroix, 36 ans, fille d'une famille bourgeoise de Lyon, était connue pour sa beauté glaciale et son tempérament imprévisible. Leurs 4 enfants, Auguste, l'héritier de 14 ans, déjà formé aux affaires familiales. Les jumeaux Charles et Céleste, 12 ans, toujours inséparables et mystérieusement silencieux. Et la petite Élise, 6 ans, la seule qui montrait encore des signes d'innocence enfantine. Le 25 avril 1899, à l'aube d'un printemps particulièrement froid, Henri Delacroix fut retrouvé mort dans la cave vinicole de sa propriété. Son corps était écrasé sous 3 énormes tonneaux de chêne, chacun pesant plus de 300 kilos. Le rapport officiel du docteur Joachim Ferreira, médecin légiste, attribua le décès à un accident tragique avec équipement vinicole. Mais plusieurs détails troublants furent délibérément omis du rapport public. L'affaire fut classée en exactement 4 jours, une vitesse suspecte pour une mort dans de telles circonstances. Pour comprendre l'horreur de ce qui allait suivre, il faut d'abord comprendre ce qu'était la vie au château de la Croix avant cette nuit fatidique d'avril. Les registres de la paroisse locale révèlent que la famille de la Croix fréquentait religieusement les messes dominicales à l'église Saint-Pierre, occupant toujours le même banc dans la 3e rangée, côté droit. Henri portait invariablement son costume noir de ville, Mathilde une robe sombre avec un chapeau à voilette, et les enfants étaient vêtus comme de petits adultes miniatures. Mais ce que les paroissiens ne savaient pas, c'est que cette façade de respectabilité cachait des tensions familiales profondes et troublantes. Joséphine Santos, qui travailla comme cuisinière dans la maison des Delacroix entre 1895 et 1898, révéla lors d'interviews accordées au journal La Dordogne Libre en 1917 des détails inquiétants sur la dynamique familiale. Monsieur Henri était un homme de très peu de mots, raconta-t-elle. Il partait avant l'aube et rentrait bien après le coucher du soleil, souvent avec des paquets mystérieux qu'il cachait immédiatement dans son bureau. Madame Mathilde dirigeait la maison comme une caserne militaire. Les repas étaient servis précisément à 7 heures du matin, midi pile, et 18 heures exactement. Personne n'osait être en retard. Il y avait une clochette d'argent qu'elle sonnait 3 fois avant chaque repas. Et le silence pendant les repas était absolu. Mais ce qui perturbait le plus Joséphine, c'étaient les discussions nocturnes entre Henri et Mathilde. Presque toutes les nuits, après que tout le monde se soit couché, j'entendais leur voix qui montait du salon. Pas des conversations normales entre époux, des disputes âpres, des accusations murmurées avec une haine à peine contenue. Les mots que je pouvais distinguer étaient troublants. Mensonge, argent disparu, cette femme de Paris. Mais le plus étrange était que ces disputes cessaient toujours brusquement, comme si quelqu'un les espionnait. Le lendemain matin, ils se comportaient comme si rien ne s'était passé. Jean-Baptiste Moreau, cocher de la famille pendant 6 années, révéla des détails encore plus perturbants lors de son témoignage de 1918.
Monsieur Henri ne faisait pas confiance à sa propre famille, expliqua Jean-Baptiste. Il me demandait secrètement de surveiller qui entrait et sortait de la propriété, même les membres de sa famille. Il avait installé un système de verrou complexe sur son bureau, et je l'ai plusieurs fois vu compter et recompter de l'argent tard dans la nuit, comme s'il vérifiait si quelque chose avait disparu. Mais ce qui me donnait le plus froid dans le dos, c'était les enfants. Ils ne se comportaient pas comme des enfants normaux. Auguste, à seulement 14 ans, parlait comme un adulte et regardait sa mère avec une méfiance qui me glaçait le sang. Les jumeaux, Charles et Céleste, ne se séparaient jamais et communiquaient par signes comme s'ils avaient leur propre langage secret. Et la petite Élise, cet enfant de 6 ans, ne riait jamais. Jamais. Je ne l'ai jamais vue sourire une seule fois. La maison elle-même semblait refléter cette atmosphère oppressante. Le château, construit en 1756 par un ancêtre enrichi dans le commerce colonial, avait été conçu avec des murs épais en pierre locale qui créaient une isolation acoustique presque parfaite. Les pièces de l'étage supérieur où dormait la famille étaient séparées du reste de la maison par un escalier monumental en chêne massif qui grinçait à chaque pas, rendant impossible tout mouvement discret. Un système rudimentaire de sonnettes reliait les chambres à la cuisine et aux zones de service, permettant à Mathilde de coordonner les activités domestiques sans jamais avoir à quitter les tâches familiales. Cette configuration architecturale créait une séparation presque carcérale entre la famille et le personnel domestique. L'inventaire réalisé après la mort d'Henri, conservé dans les archives du notaire de Sarlat, révèle une richesse considérable, mais aussi des bizarreries troublantes. La liste comprend 3 pianos, dont un Pleyel importé de Vienne, une bibliothèque de plus de 300 volumes en français, anglais et allemand, une argenterie complète pour 36 personnes et une collection impressionnante d'horlogerie suisse. Mais curieusement, l'inventaire ne mentionne jamais l'existence de la cave. Cette omission délibérée prendra tout son sens des années plus tard. La nuit du 24 au 25 avril 1899 reste l'une des plus mystérieuses de l'histoire criminelle française. Les détails officiels sont maigres, mais les témoignages non officiels peignent un tableau terrifiant. Selon le rapport de police, Henri Delacroix fut retrouvé à 5h30 du matin par Jacques Dubois, un ouvrier agricole qui venait livrer des outils pour l'entretien des vignes. Le corps était écrasé sous 3 tonneaux massifs dans la cave principale du château. La montre de poche d'Henri s'était arrêtée à exactement 23h47, présumément au moment de l'accident. Mais plusieurs éléments de cette version officielle ne résistent pas à l'examen. Premièrement, Henri ne visitait jamais les caves vinicoles pendant la nuit. Selon tous les témoignages recueillis, il était un homme de routine stricte qui inspectait ses installations uniquement le matin, entre 8h et 10h. Que faisait-il dans la cave après de minuit ? Deuxièmement, Henri portait ses vêtements les plus élégants, un costume 3 pièces en laine anglaise, des chaussures en cuir verni et sa montre de poche en or, une tenue totalement inappropriée pour tout travail dans une cave humide et poussiéreuse. Troisièmement, et c'est peut-être le détail le plus troublant, le docteur Ferreira nota dans ses observations personnelles, non incluses dans le rapport officiel, que le corps présentait des contusions antérieures au décès, particulièrement autour du crâne et des poignets, suggérant une possible lutte ou contrainte physique. Le témoignage le plus révélateur vient de Paul Martineau, le garde-chasse de la propriété voisine, qui déclara avoir entendu des cris masculins suivis d'un bruit sourd de chute vers 23h45 le 24 avril. Mais Paul fut mystérieusement transféré dans une autre région quelques jours après avoir donné ce témoignage, et sa déclaration disparut des archives officielles. Le jour des funérailles, un détail frappa tous les présents par son caractère inhabituel. Seul le cocher Jean-Baptiste, le curé de la paroisse et une poignée de commerçants locaux assistèrent à la cérémonie. Mathilde Delacroix et ses 4 enfants ne parurent pas, envoyant simplement une lettre expliquant que le deuil profond et la douleur insurmontable les empêchaient de participer aux obsèques de leur père et époux.
Cette absence totale de la famille aux funérailles choqua profondément la petite communauté de Sarlat. Dans la société rurale française de 1899, ne pas assister aux funérailles de son époux était considéré comme un scandale social majeur, suggérant soit une maladie grave, soit des circonstances extraordinaires. Henri fut enterré dans le cimetière de Saint-Pierre, dans une tombe remarquablement simple pour un homme de sa position sociale. Pas de monument, pas d'inscription élaborée, juste une pierre tombale basique avec son nom et ses dates de naissance et de mort. Dans les jours qui suivirent l'enterrement, la transformation du château de la Croix commença. Et c'est là que la vraie horreur de cette histoire commence à se révéler. Les premières semaines après la mort d'Henri, la ville de Sarlat commença à remarquer des changements inquiétants au château de la Croix. Ces changements, d'abord subtils, devinrent progressivement si dramatiques qu'ils ne purent être ignorés. Les enfants de la Croix disparurent complètement de l'école locale. Auguste, qui était considéré comme l'un des meilleurs élèves du lycée de Sarlat, cessa d'assister aux cours sans aucune explication. Les jumeaux Charles et Céleste, qui fréquentèrent l'école primaire communale, ne furent plus jamais vus dans les rues de la ville. Madame Dubois, l'institutrice de Céleste, rapporta plus tard avoir tenté à plusieurs reprises de rendre visite à la famille pour s'enquérir de l'absence des enfants. « Chaque fois que je me présentais au portail du château, raconta-t-elle, je trouvais les grilles verrouillées et personne ne répondait à mes appels. J'ai laissé plusieurs lettres accrochées au portail, mais elles n'étaient jamais récupérées et finissaient par être emportées par le vent et la pluie. Simultanément, les fenêtres du château, qui étaient habituellement ouvertes pendant les heures de jour pour l'aération, restèrent hermétiquement closes. Les lourds volets de bois, qui n'étaient traditionnellement fermés qu'en hiver ou par temps d'orage, demeurèrent clos en permanence, donnant au château l'apparence d'une forteresse abandonnée. Les visites sociales, déjà rares du vivant d'Henri, cessèrent complètement. Le château de la Croix, qui avait été un point de rencontre occasionnel pour la bourgeoisie locale, devint totalement inaccessible. C'est dans ce contexte que Mathilde de la Croix prit la décision d'embaucher Marie Dubois, aucun lien de parenté avec l'institutrice, comme domestique temporaire. Cette décision s'avérera cruciale pour comprendre les horreurs qui se déroulaient à l'intérieur du château. Marie Dubois, âgée de 22 ans, était une jeune femme de la région qui avait travaillé dans plusieurs grandes maisons bourgeoises. Elle fut engagée spécifiquement pour l'aide au ménage et à la cuisine, avec des instructions très précises. Son travail devait se limiter exclusivement au rez-de-chaussée du château. Elle ne devait jamais monter à l'étage supérieur et surtout, elle ne devait avoir aucune interaction avec les enfants de la famille. Ces restrictions, déjà inhabituelles, furent accompagnées d'un salaire exceptionnellement généreux, 3 fois ce qu'elle avait gagné dans ses emplois précédents. Cette générosité excessive aurait dû être un signal d'alarme. Le journal personnel de Marie Dubois, découvert des années plus tard parmi ses affaires après sa mort en 1954, contient les témoignages les plus détaillés et les plus terrifiants de ce qui se passait réellement dans le château de la Croix pendant ces mois maudits. Première entrée, datée du 12 mai 1899. J'ai commencé mon travail aujourd'hui au château. Madame Mathilde est d'une pâleur cadavérique et ses yeux ont une intensité qui me met mal à l'aise. Elle m'a répété 3 fois que je ne devais jamais, sous aucun prétexte, monter à l'étage. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a simplement répondu que les enfants sont malades et ont besoin de calme absolu. Mais alors, pourquoi ai-je entendu des pas lourds se déplacer là-haut toute la journée? 15 mai 1899. Aujourd'hui, j'ai entendu distinctement des pleurs d'enfants venant de l'étage supérieur. Ce n'étaient pas des pleurs normaux de maladie, c'étaient des sanglots de terreur pure, étouffés comme si quelqu'un essayait de les faire taire. Quand j'ai mentionné cela à Madame Mathilde, son visage s'est transformé. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose de sauvage et de dangereux dans ses yeux. Elle m'a dit que la petite Élise faisait des cauchemars à cause de la mort de son père, mais ses pleurs duraient des heures. 18 mai 1899. Les bruits dans la cave ont commencé il y a 3 nuits. Ce ne sont pas des bruits de rats,
comme le prétend Madame Mathilde. Ce sont des coups rythmés, méthodiques, comme si quelqu'un frappait les murs avec un objet métallique. Toujours le même rythme. 3 coups, pause. 3 coups, pause. Cela dure de minuit jusqu'à l'aube. Comment peut-elle prétendre ne pas les entendre ? 20 mai 1899. Aujourd'hui, j'ai vu Auguste pour la première fois depuis mon arrivée. Il descendait de l'étage portant un plateau recouvert d'un tissu blanc. Quand il m'a vu, il s'est arrêté net et m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de peur, de culpabilité et de quelque chose d'autre. De la complicité. Il a continué vers la cave sans dire un mot. Quand il est remonté 20 minutes plus tard, le plateau était vide, mais ses mains tremblaient. 22 mai 1899. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Les bruits de la cave étaient plus forts que jamais, accompagnés maintenant de ce qui ressemblait à des voix humaines, des murmures, des supplications. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu distinctement quelqu'un crier « Au secours !» depuis la cave. La voix était étouffée, lointaine, mais indéniablement humaine. J'ai voulu descendre voir, mais la porte de la cave était verrouillée avec un nouveau verrou que je n'avais jamais vu auparavant. L'entrée finale du journal de Marie, datée du 25 mai 1899, est la plus troublante de toutes. Je ne peux plus rester ici. Ce matin, en nettoyant la cuisine, j'ai découvert des taches sombres sur le carrelage, formant une traînée qui menait de l'escalier de la cave jusqu'à l'évier. Les taches étaient épaisses, poisseuses, et avaient une odeur métallique que je reconnaîtrais n'importe où, du sang, et beaucoup. Quand j'ai commencé à les nettoyer, Madame Mathilde est apparue derrière moi comme un fantôme. Je ne l'avais pas entendue arriver. Son visage était transformé par une rage que je n'avais jamais vue chez un être humain. Elle m'a saisi par le poignet si fort que j'ai encore les marques et m'a sifflé à l'oreille « Vous n'avez rien vu. Vous n'avez jamais rien vu. Prenez votre salaire et disparaissez. Si vous parlez de quoi que ce soit à qui que ce soit, vous rejoindrez ceux qui sont en bas. » Pendant que je rassemblais mes affaires, j'ai entendu une voix d'homme adulte venant distinctement de la cave. Ce n'était ni Jean-Baptiste le cocher, que je pouvais voir dans la cour, ni Auguste, que je voyais par la fenêtre dans le jardin. Cette voix appelait à l'aide en français, puis en ce qui ressemblait à de l'espagnol ou de l'italien. Qui était dans cette cave? Et pourquoi Madame Mathilde me donnait-elle 2 mois de salaire pour une semaine de travail? Après le départ précipité de Marie Dubois, Mathilde Delacroix ne fit jamais appel à d'autres domestiques pour travailler à l'intérieur du château. Cette décision, apparemment économique, prit des proportions sinistres quand on considère la richesse de la famille et leur besoin évident d'aide pour maintenir une propriété de cette taille. Le seul lien entre la famille Delacroix et le monde extérieur était désormais Joseph Almeida, le cocher fidèle qui avait servi Henri pendant presque une décennie. Joseph, homme discret d'origine portugaise, devint non seulement le conducteur de la famille, mais aussi leur fournisseur exclusif, leur messager et leur unique contact avec la réalité extérieure. Les commerçants de Sarlat remarquèrent rapidement que Joseph avait changé. L'homme jovial et bavard qu'ils connaissaient était devenu silencieux, nerveux et manifestement sous tension constante. Quand M. Léon, le boulanger, lui demanda des nouvelles de la famille, Joseph répondit seulement « La famille Delacroix traverse une période difficile et préfère l'intimité. Je respecte leur volonté. » Mais Marie-Claire Dubois, la marchande de tissus, nota quelque chose de plus troublant. Joseph avait toujours été un homme robuste, avec un bon appétit et un sourire facile, raconta-t-elle. Mais à partir de juin 1899, il devint maigre, presque squelettique. Ses mains tremblaient quand il comptait l'argent, et il regardait constamment par-dessus son épaule, comme s'il était suivi. Une fois, je l'ai vu pleurer dans sa carriole après avoir fait ses achats. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a juste secoué la tête et est parti au galop. Pendant approximativement 2 ans, le château maintint une apparence d'occupation normale, mais cette normalité était de plus en plus précaire. La fumée sortait régulièrement des cheminées, suggérant une activité constante à l'intérieur.
Le jardin, bien que moins impeccable qu'auparavant, recevait encore un entretien minimal de la part d'un jardinier local qui venait une fois par semaine, mais seulement le matin, et seulement pour l'extérieur de la propriété. François Martine, ce jardinier, révéla plus tard des détails inquiétants lors d'une interview accordée au journal Le Périgourdin en 1920. « Je travaillais exclusivement dans les jardins extérieurs », expliqua François. « J'avais reçu des instructions strictes de ne jamais m'approcher des fenêtres du château et surtout de ne jamais tenter de regarder à l'intérieur. Mais comment pouvais-je ne pas remarquer les choses étranges qui se passaient ? D'abord, il y avait les odeurs. Par les journées chaudes, quand le vent venait du château, il apportait des odeurs indescriptibles. Pas l'odeur normale d'une maison habitée, mais quelque chose de putride, de maladif. Comme si quelque chose pourrissait à l'intérieur. Ensuite, il y avait les bruits nocturnes. Mon travail m'obligeait parfois à rester tard pour l'arrosage et après le coucher du soleil, le château se transformait. J'entendais des cris étouffés, des coups sourds et parfois ce qui ressemblait à de la musique, mais une musique discordante, comme si quelqu'un jouait du piano avec des mains cassées. Mais le plus troublant étaient les fenêtres. Officiellement, elles étaient toujours fermées, avec les volets clos. Mais parfois, tard le soir, je voyais des lumières faibles se déplacer derrière les volets. Et des ombres qui ne ressemblaient pas à des personnes normales. Elles étaient trop grandes, trop déformées, ou se déplacèrent d'une manière qui défait les lois de la physique. La carrosse familiale était occasionnellement vue quittant la propriété, toujours conduite par Joseph, mais avec les rideaux hermétiquement tirés. Ces sorties devinrent de plus en plus rares et suivaient toujours le même itinéraire, directement vers la gare de Sarlat, où Joseph récupérait du courrier ou des colis, puis retour immédiat au château sans aucun arrêt. Monsieur Gasquet, le chef de gare, nota ses visites dans son journal personnel. Joseph vient toujours seul, récupère toujours le même type de colis, des boîtes lourdes, hermétiquement scellées, souvent avec des étiquettes en langues étrangères. Il ne parle jamais, paie toujours en espèces et repart immédiatement. Une fois, une des boîtes s'est ouverte accidentellement quand il la chargeait. À l'intérieur, j'ai vu ce qui ressemblait à des instruments médicaux, des scalpels, des pinces et des flacons remplis de liquides non identifiés. C'est à partir de 1901 que les changements devinrent impossibles à ignorer. La fumée des cheminées, autrefois régulière, devint sporadique et parfois colorée, des teintes verdâtres ou rougeâtres qui n'étaient pas naturelles pour du bois brûlé normal. Le jardin, malgré les efforts de François, commença à montrer des signes inquiétants. Certaines zones refusaient de faire pousser quoi que ce soit, comme si la terre elle-même était empoisonnée. D'autres sections produisaient des plantes aux formes étranges et aux couleurs non naturelles. Il y avait un cercle près de la façade sud du château, raconta François, où rien ne poussait jamais. La terre était toujours humide et sombre, même pendant les sécheresses les plus sévères. Et elle sentait la mort. Un jour, en creusant près de cette zone, ma pelle a heurté quelque chose de dur. Quand j'ai dégagé la terre, j'ai vu ce qui ressemblait à de l'os. J'ai immédiatement arrêté de creuser et j'ai couvert le trou. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais trouvé, jusqu'à aujourd'hui. En mars 1902, un événement décisif se produisit. Le père Antoine da Silva, préoccupé par l'absence totale de la famille aux offices religieux depuis presque 3 ans, prit la décision courageuse de rendre visite au château pour offrir les services spirituels de l'Église. Son rapport à l'évêque du diocèse, conservé dans les archives ecclésiastiques de Périgueux, constitue l'un des témoignages les plus détaillés et les plus troublants de l'état du château à cette période. Je me suis présenté aux grilles du château de la Croix le 15 mars 1902 vers 14 heures. Les portails étaient verrouillés avec de lourdes chaînes nouvelles qui semblaient avoir été installées récemment. J'ai appelé à plusieurs reprises, me présentant comme prêtre de la paroisse, mais aucune réponse ne vint du château. L'état de la propriété était choquant. Le jardin, autrefois magnifique, était devenu une jungle sauvage. Les fenêtres étaient non seulement fermées, mais beaucoup étaient barricadées, avec des planches clouées de l'intérieur.
La façade du château elle-même montrait des signes de détérioration avancée, des taches d'humidité, des fissures dans la maçonnerie et, curieusement, des marques de brûlure autour de certaines fenêtres. Mais le plus troublant était l'atmosphère générale du lieu. Malgré le silence apparent, j'avais la sensation constante d'être observé. Plusieurs fois, j'ai eu l'impression de voir des mouvements derrière les volets, des ombres qui se déplaçaient rapidement quand je tournais la tête dans leur direction. Pendant que j'inspectais les alentours, tentant de trouver un moyen d'entrer ou au moins d'établir un contact, j'ai entendu des sons qui me hanteront jusqu'à ma mort. D'abord, ce qui ressemblait à un sanglot étouffé venant de l'étage supérieur. Puis plus distinctement, le son de quelque chose de lourd traîné sur le plancher, suivi d'un bruit sourd, comme si un objet pesant était tombé. J'ai appelé plus fort, m'identifiant clairement comme prêtre et offrant l'assistance de l'Église. C'est alors que j'ai entendu une voix féminine qui criait depuis l'intérieur « Partez, pour l'amour de Dieu, partez, ils ne sont plus, nous ne sommes plus ». La voix s'est interrompue brusquement, suivie d'un silence absolu. Le père Antoine laissa un message accroché au portail et revint une semaine plus tard. Ce qu'il découvrit alors défie toute explication rationnelle. Quand je suis revenu le 22 mars, mon message était toujours là, mais quelque chose avait changé. Les planches qui condamnaient l'une des fenêtres de l'étage supérieur avaient été arrachées de l'intérieur. Par cette fenêtre ouverte, j'ai pu voir clairement une silhouette féminine. Mathilde Delacroix, j'en suis certain. Elle me regardait fixement, sans bouger, sans réagir quand je lui faisais signe. Son apparence était indescriptible. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, pendaient en mèches sales et emmêlées. Son visage était d'une pâleur cadavérique et ses yeux semblaient avoir perdu toute humanité. Quand j'ai essayé de lui parler, elle a levé lentement une main vers la fenêtre. Cette main était couverte de ce qui ressemblait à du sang séché. Puis, sans avertissement, elle a reculé dans l'obscurité de la chambre et la fenêtre s'est refermée avec violence. J'ai entendu le bruit des planches qu'on reclouait de l'intérieur. Ce fut la dernière observation confirmée d'un membre de la famille Delacroix vivant sur la propriété. Dans les mois qui suivirent, cette dernière apparition troublante de Mathilde, le château Delacroix sombra dans un silence total et définitif. Aucune activité ne fut plus jamais observée, ni fumée des cheminées, ni lumières aux fenêtres, ni mouvement dans les jardins. Joseph Almeida, le fidèle cocher, fut vu pour la dernière fois à Sarlat, le 28 avril 1902. Ce jour-là, il se rendit à la Banque régionale du Périgord avec une autorisation écrite et signée de Mathilde Delacroix pour retirer une somme considérable, l'équivalent de 50 000 francs de l'époque, soit la quasi-totalité des économies familiales. Monsieur Durand, le directeur de la banque, raconta plus tard cette transaction inhabituelle. Joseph était dans un état de nervosité extrême. Ses mains tremblaient si violemment qu'il avait du mal à tenir les documents. Il transpirait abondamment malgré la fraîcheur printanière et regardait constamment vers la porte comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre pour l'arrêter. Quand je lui ai demandé des nouvelles de Madame Delacroix, il a simplement murmuré « Elle ne va pas bien. Elle a besoin de soins spéciaux, loin d'ici. » La signature sur l'autorisation était effectivement celle de Mathilde Delacroix. J'avais ces documents depuis des années, mais elle semblait différente, plus tremblante, moins assurée, et il y avait des taches sombres sur le papier que je préférais ne pas identifier. Joseph quitta Sarlat le même jour, prenant le train de 15h47 en direction de Bordeaux, puis vraisemblablement vers l'Espagne, selon les registres ferroviaires. Il emportait avec lui plusieurs malles lourdes et une grande caisse en bois qui nécessita l'aide de 3 porteurs pour être chargés dans le wagon. Le chef de gare nota dans son journal « Joseph Almeida a acheté 5 billets pour Madrid, 1 pour lui-même et 4 autres au nom de famille Morales. » Quand je lui ai demandé où était le reste de sa famille, car je ne voyais que lui sur le quai, il a pointé vers la caisse en bois et a dit simplement « Il voyage différemment ». À l'époque, j'ai pensé qu'il parlait de cendres funéraires, ce qui expliquerait leur absence aux funérailles.
Pendant 6 longues années, le château de la Croix resta complètement abandonné. La nature commença rapidement à reprendre ses droits. La végétation envahit les jardins, puis les murs, et finalement certaines parties de la structure elle-même. Les tuiles tombèrent, les fenêtres se brisèrent sous les tempêtes, et les volets pourrirent sur leurs gonds. Mais curieusement, les taxes de propriété continuaient d'être payées ponctuellement par un bureau d'avocats de Bordeaux qui affirmait agir au nom de Mathilde de la Croix. Toutes les tentatives de contact avec ce bureau se heurtaient à des réponses évasives et à des redirections vers d'autres intermédiaires. En 1908, un incident révéla l'état réel de l'intérieur du château. Un incendie de petite proportion, probablement causé par la foudre, toucha une partie du toit. Les pompiers locaux, contraints de forcer l'entrée, découvrirent un spectacle qui les marqua à vie. Capitaine Rousseau, chef des sapeurs-pompeurs, rédigea un rapport détaillé de leur découverte. L'incendie fut rapidement maîtrisé, n'affectant qu'une petite section de la toiture. Mais l'inspection post-incendie révéla l'état choquant de l'intérieur du château. La plupart des meubles étaient encore présents, couverts de draps poussiéreux, comme si les occupants avaient simplement disparu du jour au lendemain. Aucun objet personnel ne fut trouvé, ni vêtements, ni photographies, ni documents. Mais l'élément le plus perturbant était l'odeur qui imprégnait toute la structure. Une odeur de décomposition si intense qu'elle nous obligea à porter des masques improvisés. Cette odeur était particulièrement concentrée autour de l'escalier menant à la cave. Nous avons tenté d'inspecter la cave pour vérifier les dommages potentiels, mais la porte était verrouillée avec pas moins de 5 verrous différents. Quand nous avons finalement réussi à l'ouvrir, l'odeur qui s'en échappa était si insoutenable que 2 de mes hommes ont vomi immédiatement. Nous avons refermé la porte et avons décidé de laisser l'inspection de la cave aux autorités compétentes. Mais aucune autorité ne vint jamais inspecter cette cave. Le rapport des pompiers fut classé et oublié dans les archives municipales. En 1922, exactement 20 ans après la disparition de la famille Delacroix, la propriété fut finalement mise aux enchères par la municipalité de Sarlat pour taxes impayées. L'acheteur fut Antoine Moreau, un riche viticulteur bourguignon qui avait l'intention de restaurer le château et d'en faire une résidence secondaire. Antoine paya un prix dérisoire, à peine 15% de la valeur estimée de la propriété, en raison de l'état de délabrement avancé et de la réputation sinistre que le château avait acquise. Les habitants locaux appelaient désormais le lieu le château maudit et évitèrent soigneusement d'y passer après le coucher du soleil. Antoine engagea une équipe de 15 ouvriers locaux pour commencer les travaux de rénovation en juin 1922. Ce qui devait être une restauration de routine se transforma en l'une des découvertes les plus troublantes de l'histoire criminelle française. Le contremaître de l'équipe, Marcel Dubois, tint un journal détaillé des travaux qui fut plus tard confisqué par la police, mais dont des copies circulèrent clandestinement parmi les habitants de la région. Premier jour, 15 juin 1922, nous avons commencé par nettoyer les jardins et évaluer l'état général du château. L'extérieur est en meilleur état que prévu, mais il y a quelque chose de perturbant dans l'atmosphère du lieu. Mes hommes sont nerveux, et franchement, moi aussi. Il y a des odeurs inexplicables, et parfois, on a l'impression d'entendre des voix venant de l'intérieur du bâtiment vide. 18 juin 1922, nous avons commencé à vider le rez-de-chaussée. Les meubles sont dans un état remarquable de conservation, comme s'ils n'avaient pas bougé depuis 20 ans. Mais il y a des détails troublants, des marques de griffures sur les murs, des taches sombres sur certains planchers, et dans le salon principal, nous avons trouvé ce qui ressemble à des chaînes fixées au mur derrière les tapisseries. 22 juin 1922. Aujourd'hui, nous avons tenté d'accéder à la cave. La porte était verrouillée avec un système complexe de verrous que nous avons dû forcer. L'odeur qui s'en est échappée était indescriptible. Paul Martineau, mon meilleur ouvrier, a refusé catégoriquement de descendre. J'ai dû y aller seul avec une lampe à pétrole. Ce que Marcel découvrit dans cette cave dépasse l'imagination la plus morbide.
La cave avait été divisée en 6 compartiments séparés, chacun d'environ 2 mètres carrés, à peine assez d'espace pour qu'une personne puisse s'allonger. Chaque compartiment était équipé de chaînes fixées au mur, à hauteur de poignets et de chevilles. Dans les murs, des crochets métalliques étaient installés à environ 1,5 mètre du sol, certains avec encore des restes de cordes. Mais le plus horrifiant était le système d'acheminement d'eau rudimentaire qui conduisait à chaque compartiment. Pas pour l'eau potable, mais apparemment pour nettoyer. Des canalisations de drainage partaient de chaque cellule vers un point central où se trouvait un grand seau métallique taché de substances que je préfère ne pas identifier. Au centre de la cave, il y avait une table en bois massif couverte de taches sombres et équipée de sangles en cuir. À côté, une armoire contenant ce qui ressemblait à des instruments médicaux, mais pas pour soigner. Des scalpels, des pinces, des seringues et des flacons contenant des liquides non identifiés. Charles Mendonça, l'ingénieur responsable de la restauration, apporta une expertise technique qui rendit les découvertes encore plus troublantes. En analysant les modifications structurelles de la cave, écrivit-il dans son rapport, il devient évident qu'un travail considérable et méthodique fut effectué pour transformer cet espace en installation de confinement. Les murs furent renforcés avec des barres de fer. Un système de ventilation minimal fut installé, juste assez pour maintenir les occupants en vie, mais pas pour leur confort. L'isolation phonique fut également améliorée, rendant pratiquement impossible d'entendre quoi que ce soit depuis l'extérieur. Les marques d'usure sur les chaînes et les verrous indiquent un usage prolongé et répété. Nous parlons ici d'années, pas de mois. Quelqu'un ou plusieurs personnes furent détenues dans cet espace pendant une période considérable. Dans un coin de la cave, partiellement dissimulé derrière une fausse cloison, l'équipe découvrit un petit coffre métallique hermétiquement scellé. Ce coffre contenait les preuves les plus accablantes et les plus mystérieuses de toute l'affaire. L'inventaire du coffre, établi par Charles Mendonça, comprenait un carnet relié cuir, écrit en français avec des passages en latin et en italien. Les pages sont tachées de diverses substances, certaines identifiables comme du sang. L'écriture devient progressivement plus erratique et illisible vers la fin. 12 clés de différentes tailles, apparemment pour les verrous de la cave et d'autres parties du château que nous n'avons pas encore découvertes. Un médaillon en argent, gravé des initiales MRD, Mathilde Rousseau de la Croix, contenant une miniature, mais le visage sur la miniature a été méticuleusement gratté, le rendant méconnaissable. Et l'élément le plus troublant, 5 anneaux en or de tailles différentes, 2 d'adultes, 1 d'adolescent et 2 d'enfants. Tous étaient gravés de la même inscription à l'intérieur, unis dans la mort comme dans la vie, 1902. Les anneaux étaient disposés sur un morceau de velours noir, taché de substances organiques. Le carnet, traduit plus tard par un expert en langues anciennes de l'Université de Bordeaux, révéla les pensées de plus en plus dérangées de Mathilde Delacroix pendant les mois précédant la disparition de sa famille. Les premières entrées, datées de janvier 1899, décrivent sa découverte de l'infidélité d'Henri. 10 janvier 1899, j'ai trouvé les lettres. Cette créature de Paris, cette Isabelle Moreau, qui écrit à mon mari comme s'il lui appartenait. 23 lettres cachées dans son bureau, détaillant leurs rendez-vous sordides, leurs plans d'avenir, ensemble, comme si j'étais déjà morte et enterrée. 15 janvier 1899. Henri ment si facilement. Quand je l'ai confronté avec les lettres, il a inventé une histoire ridicule sur des relations d'affaires, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. Il sait que je sais. Il sait que tout a changé maintenant. Mais les entrées prennent rapidement une tournure beaucoup plus sombre. 3 février 1899, j'ai commencé à préparer la cave. Auguste m'aide. Il comprend que son père a déshonoré notre famille. Il comprend que l'honneur doit être restauré. Les autres enfants sont trop jeunes pour comprendre maintenant, mais ils comprendront. 20 février 1899. Les préparatifs sont presque terminés. J'ai étudié les méthodes des grands inquisiteurs. La vérité doit être extraite. La pénitence doit être accomplie.
Henri paiera pour son péché, mais il ne sera pas le seul. Cette corruption s'est étendue à toute la famille. Nous devons tous être purifiés. Les entrées post-mortem d'Henri révèlent une descente complète dans la folie. 2 mai 1899. C'est fait. Henri a payé le prix de sa trahison. Ses derniers mots furent des supplications pathétiques pour sa maîtresse parisienne. Maintenant, le vrai travail commence. Les enfants doivent apprendre, ils doivent comprendre le prix du péché. 15 mai 1899. Auguste montre une résistance inattendue. Il pleure pour son père, ne comprenant pas que ce que nous faisons est nécessaire. Il passe ses journées dans son compartiment, refusant de manger. Mais il apprendra, ils apprendront tous. 30 mai 1899. Charles et Céleste s'adaptent ce mieux. Les jumeaux ont toujours été étranges, et maintenant cette étrangeté sert nos besoins. Ils acceptent leur punition avec une résignation qui est presque divine. Seule petite Élise résiste encore, mais elle n'est qu'un enfant. Elle comprendra avec le temps. Les entrées finales du journal révèlent une logique tordue, mais terrifiante. 15 mars 1902. Le prêtre est venu aujourd'hui. Il ne peut pas comprendre. Personne à l'extérieur ne peut comprendre ce que nous avons accompli ici. Cette maison est devenue un sanctuaire de purification, un lieu où les péchés sont expiés et où les âmes sont nettoyées par la souffrance. 20 mars 1902. Il est temps, nous avons accompli notre œuvre ici. Les enfants ont appris leur leçon. Ils comprennent maintenant pourquoi tout ceci était nécessaire. Nous partirons ensemble, purifiés, unis dans notre compréhension commune de la vérité divine. L'entrée finale, datée du 27 mars 1902, ne contient qu'une phrase énigmatique. Les 5 anneaux sont bénis. Nous portons maintenant la marque de notre purification. Le voyage vers la rédemption finale commence cette nuit. Pendant que l'équipe de rénovation travaillait dans la cave, une découverte encore plus perturbante attendait à l'étage supérieur. En explorant les pièces familiales, Charles Mendonça remarqua une anomalie architecturale dans l'une des chambres, un espace qui semblait trop petit par rapport aux dimensions extérieures de la pièce. Après une inspection minutieuse, ils découvrirent un mur factice dissimulant une chambre secrète d'environ 2 mètres carrés. Cette pièce, qu'ils baptisèrent plus tard la chambre de la pénitence, contenait les preuves les plus troublantes de l'état mental de Mathilde Delacroix. L'espace était spartiate. Une seule chaise en bois au centre, face à un grand miroir ovale dans un cadre d'argent orné. Mais ce miroir avait été méticuleusement rayé avec un objet pointu, créant un réseau complexe de lignes qui rendait impossible toute réflexion. Sur le dossier de la chaise, gravé avec ce qui semblait être un couteau, se trouvait l'inscription « 5 entrent, 5 sortent ». Ce qui reste n'est que l'écho. Mais l'élément le plus troublant étaient les murs. Chaque centimètre carré était couvert de petites marques verticales, groupées par ensemble de 5, le système traditionnel de comptage des prisonniers pour marquer les jours. Si chaque groupe représentait 5 jours, le total suggérait une période de confinement d'exactement 3 ans, 1 mois et 6 jours. Quelqu'un a passé plus de 3 ans enfermé dans cette pièce, calcula Charles Mendonça. Quelqu'un qui comptait méticuleusement chaque jour de captivité. Mais qui ? Et pourquoi? Sur le sol, près de la chaise, l'équipe découvrit ce qui semblait être un journal intime différent de celui trouvé dans la cave. Celui-ci était écrit d'une écriture enfantine et tremblante, apparemment par Auguste, le fils aîné de la famille. Les extraits de ce journal d'Auguste, traduits et retranscrits, offrent un aperçu glaçant de ce qui se passait réellement dans le château de la Croix. Jour 1, approximativement mai 1899. Maman dit que papa était malade, que c'est pour ça qu'il est mort. Elle dit que nous sommes tous malades maintenant et que nous devons être guéris. Elle m'a montré la cave. Elle dit que c'est là que la guérison se passe. Je ne veux pas être guéri de cette façon. Jour 43. Charles a cessé de crier. Céleste ne parle plus du tout. Maman dit que c'est bien, que le silence est le premier signe de purification. Élise pleure encore, mais seulement la nuit, quand elle pense que personne n'écoute. Mais maman écoute toujours. Jour 156. Aujourd'hui, maman m'a dit que j'étais guéri et que je pouvais l'aider avec les autres.
Elle dit que je comprends maintenant pourquoi papa devait mourir, pourquoi nous devons tous souffrir. Elle a raison, je comprends. Le péché doit être purgé par la douleur. Odger 288. Nous ne sommes plus vraiment vivants, je pense. Nous existons dans un état entre la vie et la mort, entre le péché et la rédemption. Maman appelle ça la purification. C'est peut-être vrai. Je ne me souviens plus de comment c'était d'être heureux. Jour 847. Un prêtre est venu aujourd'hui. Maman l'a fait partir. Elle dit que l'Église ne peut pas nous comprendre, que nous avons atteint un état de grâce que les autres ne peuvent pas comprendre. Peut-être que quand nous mourrons, nous serons plus purs que les saints. Jour 127. C'est bientôt fini. Maman a préparé les anneaux. Elle dit que nous porterons ces anneaux dans la mort, comme preuve de notre purification. Elle dit que nous voyagerons vers un endroit où personne ne peut nous juger, où notre sacrifice sera compris. L'entrée finale d'Auguste est datée du jour présumé de la disparition. Jour 1 Seidel 131. Cette nuit, nous partons. Maman a tout préparé. Les 5 anneaux, les 5 âmes purifiées. Elle dit que nous ne mourrons pas vraiment, que nous passerons simplement dans un autre état d'existence. J'ai peur, mais je fais confiance à maman. Elle a toujours su ce qui était le mieux pour nous. Mais les découvertes ne s'arrêtèrent pas là. En démolissant une cloison endommagée dans le salon principal, l'équipe découvrit un oratoire catholique secret, encastré dans le mur. Mais au lieu des saints et des crucifix habituels, il contenait 5 petites statuettes artisanales qui défiant toute description rationnelle. Pierre Sampaio, l'un des ouvriers, décrivit ces statuettes dans son témoignage à la police. Chaque statuette représentait une figure humaine, mais déformée. Une figure d'homme adulte avec le visage tordu dans un cri silencieux. Une femme avec les bras levés comme en supplique. Un adolescent agenouillé. 2 enfants, un garçon et une fille, se tenant par la main. Toutes les statuettes étaient faites du même matériau étrange, quelque chose qui ressemblait à de la cire, mais plus dur, plus durable. Elles étaient disposées en cercle autour d'un petit autel sur lequel se trouvait un tissu taché de substances organiques. Au centre de ce tissu, il y avait 5 mèches de cheveux de couleurs différentes, brun foncé, châtain, blond, et 2 échantillons de cheveux d'enfants. Mais le plus troublant étaient les visages de ces statuettes. Ils étaient incroyablement détaillés, incroyablement réalistes, comme s'ils avaient été moulés sur de vrais visages humains. Ces statuettes disparurent mystérieusement avant de pouvoir être photographiées ou examinées par des experts. Pierre Sampaio maintint jusqu'à sa mort qu'il les avait remises à Charles Mendonça. Mais ce dernier nia catégoriquement avoir jamais vu de tels objets. Pierre mourut 2 semaines après avoir donné ce témoignage, officiellement de complications de pneumonie. Mais son corps présentait des marques inexpliquées que l'autopsie ne put expliquer. Face à ces découvertes extraordinaires, Antoine Moreau contacta immédiatement les autorités locales. Une enquête officielle fut ouverte sous la direction du commissaire régional Roberto Almeida, spécialement dépêché depuis Bordeaux, pour prendre en charge cette affaire sans précédent. L'équipe du commissaire Almeida mena la plus complète investigation jamais réalisée sur une disparition familiale en France. Pendant 6 mois, ils fouillèrent chaque centimètre du château et de ses environs, interrogèrent tous les témoins encore vivants et consultèrent des archives dans toute la France. Le plancher de la cave fut entièrement démonté, révélant une couche de terre d'environ 30 cm en dessous. L'analyse forensique de cette terre ne révéla aucun reste humain significatif, mais découvrit des traces de chaux vives et d'autres produits chimiques utilisés pour accélérer la décomposition. Si des crimes furent commis dans cette cave, conclut le rapport forensique, les preuves physiques furent méthodiquement éliminées par quelqu'un ayant des connaissances considérables en chimie. L'enquête s'étendit au registre de transport de l'époque. Les archives ferroviaires confirmèrent que le 28 avril 1902, Joseph Almeida avait effectivement acheté 5 billets pour Madrid sous le nom de Famille Morale. Les registres douaniers espagnols confirmèrent l'arrivée d'un groupe correspondant à cette description, mais aucune trace ultérieure ne fut trouvée. Il est possible, théorisa le commissaire Almeida,
que la famille Delacroix ait effectivement quitté la France avec de nouvelles identités. Mais dans quel état? Et que s'est-il réellement passé dans ce château pendant ces 3 années? L'enquête révéla également l'existence du cabinet d'avocats bordelais, qui avait payé les taxes de propriété pendant des années. Ce cabinet, Moreau & Associés, appartenait en réalité à Martim Lima, un cousin éloigné d'Henri Delacroix. Mais Martim était mort en 1912 et tous ses dossiers avaient été détruits dans un incendie accidentel en 1914. Trop de coïncidences, nota le commissaire Almeida. Trop de preuves qui disparaissent opportunément. Quelqu'un a orchestré une campagne systématique d'effacement des traces. Mais la découverte la plus troublante vint de l'analyse des objets trouvés dans le coffre de la cave. Les 5 anneaux furent examinés par des experts en métallurgie qui firent une découverte macabre. Ces anneaux, rapporta l'expert, contiennent des traces de matière organique incrustée dans le métal. L'analyse chimique suggère la présence de sang, de tissus cutanés et d'autres substances biologiques. Il semble que ces anneaux aient été portés par des personnes pendant une période prolongée dans des conditions extrêmes. L'analyse des flacons mentionnés par Pierre Sampaio, bien qu'il n'ait jamais été officiellement remis aux autorités, fit l'objet d'une enquête séparée. Plusieurs témoins confirmèrent leur existence, mais tous les efforts pour les localiser échouèrent. En janvier 1923, le commissaire Almeida publia son rapport final, un document de 347 pages qui reste l'une des analyses criminologiques les plus troublantes jamais produites en France. Après 6 mois d'enquête intensive, nous devons conclure que des crimes graves furent probablement commis au château de la Croix, entre avril 1899 et mars 1902. Les preuves physiques, les modifications de la cave, les instruments de torture, les journaux intimes, suggèrent fortement que Mathilde Delacroix, dans un état de dérangement mental sévère, maintint sa propre famille en captivité pendant une période d'approximativement 3 ans. Cependant, l'absence de corps, la destruction systématique des preuves et le long délai entre les crimes présumés et leur découverte rendent impossible toute poursuite judiciaire. Le sort final de Henri, Mathilde, Auguste, Charles, Céleste et Élise Delacroix demeure inconnu. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui poussa Mathilde Delacroix à de telles extrémités. La découverte de l'infidélité de son mari semble avoir déclenché une psychose qui transforma son chagrin en une logique tordue de purification religieuse. Dans son esprit dérangé, la souffrance était devenue synonyme de rédemption et elle appliqua cette philosophie monstrueuse à sa propre famille. Quant à savoir si la famille survécut à cette épreuve et s'échappa vers l'Espagne, ou si elle périt dans ce château maudit, nous ne le saurons probablement jamais. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le château de la Croix fut le théâtre de souffrances humaines d'une ampleur et d'une cruauté qui défient l'entendement. Antoine Moreau, profondément traumatisé par ces découvertes, abandonna tous ses plans de restauration. Il vendit la propriété à la municipalité de Sarlat pour un prix symbolique en 1924, avec la stipulation expresse que le château soit démoli. La démolition eut lieu en 1925. Mais même cet acte final ne se déroula pas sans incident mystérieux. Les ouvriers chargés de la destruction rapportèrent des phénomènes inexpliqués, outils qui disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits impossibles, bruits de voix venant de sections du château déjà détruites et une résistance inhabituelle de la structure elle-même, comme si le bâtiment refusait de mourir. Pendant la démolition, une dernière découverte fut faite. Encastrée dans les fondations même du château, l'équipe trouva une petite crypte qui n'apparaissait sur aucun plan architectural. Cette crypte contenait un cercueil de plomb hermétiquement scellé avec une inscription en latin « Hic iacet peccatum ». Ici gît le péché. Le cercueil ne fut jamais ouvert. Sur ordre direct du maire de Sarlat, il fut réenterré dans une section non consacrée du cimetière municipal, sans cérémonie ni marquage. En 1955, l'ancien terrain du château de la Croix fut transformé en parc municipal. Aucune plaque, aucun monument ne mentionne l'histoire tragique qui s'y déroula.
Officiellement, l'histoire de la famille Delacroix n'existe pas. Mais les habitants de Sarlat n'ont pas oublié. Le parc est évité après le coucher du soleil et les enfants de la région grandissent en entendant des murmures sur le terrain maudit et les 5 fantômes. Des témoignages continuent de se manifester. En 1987, lors de travaux d'aménagement dans le parc, des ouvriers découvrirent une broche en argent avec les initiales HD et un petit billet froissé avec les mots « Pardon ». Ce n'est pas l'oubli. La pièce est maintenant exposée au musée municipal de Sarlat. En 1995, un touriste allemand photographiant le parc au coucher du soleil développa ses films pour découvrir sur l'une des images 5 silhouettes translucides debout en cercle près du centre du parc. Exactement à l'endroit où se trouvait autrefois la cave du château. L'homme jura n'avoir vu personne au moment de la prise de vue. Plus troublant encore, en 2003, la numérisation des archives de l'hôpital Sainte-Marie de Bordeaux révéla un dossier médical de 1934 pour une patiente identifiée seulement comme Mathilde A. Les notes du médecin mentionnent « Patiente âgée souffrant de délires récurrents concernant une cave souterraine dans le Périgord et répétant obsessionnellement « Ils sont en sécurité maintenant, tous les 5. Ils sont purifiés. » État mental irréversiblement détérioré. Cette coïncidence est remarquable, mais reste inconclusif. Si cette femme était réellement Mathilde Delacroix, cela signifierait qu'elle survécut à ses propres crimes et vécut avec la culpabilité pendant plus de 30 ans. En 2010, une anthropologue légale française, Dr Isabelle Moreau, proposa une nouvelle théorie sur l'affaire Delacroix. Selon elle, les compartiments de la cave servaient à stocker des marchandises de contrebande, or non déclarées ou objets précieux, pendant la période turbulente entre l'Empire et la République. Cette théorie expliquerait les paiements de taxes pendant des années et la fuite organisée de la famille. Mais cette théorie ne peut expliquer les journaux intimes, les instruments de torture, les statuettes de l'oratoire secret, ni les marques de comptage des jours dans la chambre cachée. Une lecture psychologique, proposée par le psychiatre Dr Henri Dubois en 2015, suggère que Mathilde, après avoir découvert l'infidélité de son mari, sombra dans une psychose paranoïaque. Elle aurait orchestré un accident pour tuer Henri, puis, sous l'emprise d'une paranoïa croissante et d'une culpabilité écrasante, aurait maintenu ses propres enfants isolés et terrorisés, créant dans son esprit dérangé une logique tordue de purification par la souffrance. Cette hypothèse est soutenue par le contenu des journaux intimes et par les marques dans la chambre secrète, interprétées comme un décompte obsessionnel des jours. Mais elle n'explique toujours pas le destin final de la famille, ni les achats de billets de train vers l'Espagne. Peut-être la vérité combine-t-elle des éléments de toutes ces théories, ou peut-être reste-t-elle pour toujours hors de notre portée, enterrée avec les secrets du château de la Croix. Ce qui persiste, c'est le motif récurrent des 5. 5 anneaux dans le coffre, 5 flacons avec du matériel organique, 5 statuettes dans l'oratoire, 5 billets de train, et la phrase gravée dans le bois, 5 entrent, 5 sortent. Ce qui reste n'est que l'écho. Dans le parc municipal qui occupe aujourd'hui l'ancien terrain du château, les visiteurs rapportent encore un sentiment de malaise inexplicable près de la zone où se trouvait autrefois la cave. Cela peut être le pouvoir de suggestion, mais il est notable que même ceux qui ignorent l'histoire du lieu mentionnent cette sensation d'être observés, particulièrement près du point où se dressait autrefois la chambre au miroir brisé. L'affaire Delacroix demeure l'un des mystères criminels les plus troublants de l'histoire française. Après plus d'un siècle, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui arriva à cette famille dans les murs de leur château isolé. Était-ce la folie d'une femme trahie qui transforma l'amour maternel en torture systématique? Était-ce une fuite orchestrée pour échapper à des créanciers ou à des ennemis? Ou quelque chose d'encore plus sombre que notre imagination peut concevoir? La seule chose certaine est que le château de la Croix fut témoin de souffrances humaines d'une ampleur qui dépasse notre compréhension. Et quelque part, peut-être dans un cimetière anonyme d'Argentine,
ou dans les archives perdues d'un hôpital psychiatrique reposent les réponses à ces questions qui nous hantent encore. Le mystère des 5 de la Croix continue de fasciner et de terrifier ceux qui osent s'y intéresser. Car au-delà des théories et des spéculations, une vérité demeure. Dans ce château isolé de Dordogne, 5 âmes humaines vécurent leurs derniers jours dans des circonstances que nous ne pouvons qu'imaginer avec horreur. Et vous, quelle théorie explique le mystère des 5? Le secret du château de la Croix emportera-t-il ses réponses dans la tombe, ou quelqu'un, quelque part, détient-il encore la clé de cette énigme sanglante? Car après tout, comme l'indique l'inscription gravée dans le bois, 5 entrent, 5 sortent, ce qui reste n'est que l'écho. Et cet écho résonne encore aujourd'hui dans les rues silencieuses de Sarlat, dans les cauchemars de ceux qui connaissent l'histoire, et dans les archives poussiéreuses où dorment encore peut-être les derniers secrets de la famille de la Croix. Fin.